Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, aborder dans notre hémicycle le programme de stabilité est fondamental. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui et qui consiste à estimer l'évolution de la situation économique et budgétaire de notre pays a donc son utilité incontestable. Cet exercice de prévision est tout à fait nécessaire pour le bon pilotage de l'économie et l'anticipation des effets potentiels à court, moyen et long terme des grands choix budgétaires qui peuvent être réalisés. Pour autant, cet exercice semble se transformer peu à peu en exercice d'autosatisfaction ou de service après-vente des mesures fiscales adoptées dans le dernier budget. C'est l'impression qui ressort depuis la présentation du programme de stabilité en fin de semaine dernière. Ainsi, ces mesures fiscales devraient créer 260 000 emplois à l'horizon 2025 et 1,6 point de PIB d'activité supplémentaire, pouvait-on lire à la une de la presse en début de semaine. Voilà le cœur de la communication autour de ce document budgétaire. Or, mes chers collègues, loin de moi l'idée de jouer les rabat-joie, mais garder les pieds sur terre. Se gargariser de prévisions économiques pour 2025, c'est se gargariser de faire tourner à plein régime la boule de cristal. C'est faire 3 baignoires de mousse avec 3 grammes de savon. C'est reprendre une expression qu'utilisait volontiers ma grand-mère paysanne, aller chercher les œufs dans le cul des poules. C'est faire fi des menaces et des incertitudes pourtant toujours plus nombreuses qui pèsent sur la conjoncture économique et sociale mondiale. La guerre, que vous qualifiez aujourd'hui de représailles au Proche-Orient, la hausse des inégalités, les cohésions sociales fragilisées, le changement climatique, le défi migratoire, les replis identitaires au sein de l'Europe du libre-échange. Mais c'est aussi la politique fiscale unilatérale et dangereuse de Donald Trump, le Brexit et le flou quant à son issue, cette financiarisation toujours plus grande de la société, l'opacité financière et les bulles spéculatives qui menacent d'exploser. Tout cela devrait conduire à davantage d'humilité et de recul, d'autant plus au moment où nos concitoyens commencent à ressentir les effets de votre politique économique. Je pense ici aux retraités que vous ne cessez de remercier pour l'effort qu'ils ont fait. À ce sujet, c'est peu dire que la défense du président de la République a été mise à mal dimanche soir lors de l'interview télévisée. Malgré les effets de manche, la pilule ne passe toujours pas. Selon vous, ce serait aujourd'hui le grand retour de la croissance. Vous le martelez avec force. Mais, messieurs les ministres, la croissance pour qui? Et la croissance pour quoi? Qui bénéficie de cette accumulation de richesses? Qui tire profit de ce regain d'activité? Et quels sont les territoires gagnants? Nous avons la réponse. La croissance profitera avant tout au petit nombre, aux fameux premiers de cordée qui continuent d'applaudir des deux mains la disparition de l'ISF et la mise en place de la taxe à 30% sur les revenus du capital. Rappelons ici que la flat tax à 30% se traduira par une baisse moyenne d'impôts de 582 000 € pour les 100 premiers contribuables. Voilà donc à qui profitera ce regain d'activité. Je pense donc ici à tous ces retraités qui nous ont sollicités après la hausse de la CSG qu'ils ont eu à subir. Pour eux, les choses sont désormais limpides. Par ailleurs, quels seront donc les territoires qui tireront profit de ces richesses? Là encore, les richesses iront là où elles se trouvent déjà, c'est-à-dire vers les grandes métropoles et plus spécifiquement leurs hypercentres dynamiques et mondialisés. Pour les autres territoires, la ruralité et les banlieues notamment, au mieux le statu quo, au pire la paupérisation, la désertification, le recul de l'activité et des services publics. Votre budget de rupture est donc un projet de fracture sociale et fracture territoriale.
Le programme de stabilité s'inscrit dans une démarche européenne, commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Une coordination des différentes politiques économiques au niveau européen nous semble cohérent, dès lors que notre destin est commun, notre monnaie commune. Mais nous n'acceptons pas que l'austérité, l'orthodoxie budgétaire et la contraction des dépenses publiques soient les seuls dénominateurs communs de ces politiques budgétaires européennes. Redisons-le avec force, l'austérité ne saurait constituer un projet politique porteur pour l'Europe. Plutôt que d'en être le remède, elle en est le mal. Les 3% de déficit public continuent pourtant d'être érigés en totem, comme surplombant la représentation nationale et anesthésiant toute politique véritablement ambitieuse. Passer sous cette barre des 3% était l'un de vos objectifs. Force est de constater que vous l'avez réussi. Mais à quel prix, messieurs les ministres? À quel prix? Les hôpitaux, les bénéficiaires d'APL ou de contrats aidés, les retraités, les fonctionnaires et j'en passe, un grand nombre a eu à passer à la caisse au nom des déficits. À bien y regarder, pourtant, votre indignation est singulièrement sélective en matière de déficit, alimentant, in fine, un sentiment légitime de 2 poids, 2 mesures. En 2019, se cumuleront le CICE, en voie d'extinction, et la baisse des cotisations sociales patronales qui perdurera. Coût total pour les finances publiques, plus de 40 milliards d'euros consacrés aux entreprises, notamment les plus grosses d'entre elles. 0,8 points de PIB, selon vos chiffres, ni plus ni moins. Dès lors, comment expliquer à nos personnels soignants, nos agriculteurs, nos fonctionnaires, nos retraités, à nos élus locaux et à nos étudiants que notre pays n'a pas les moyens financiers de les soutenir quand il consacrera ponctuellement 0,8 points de PIB aux aides aux entreprises sans contrepartie? Mes chers collègues, ce programme de stabilité sera donc soumis à la Commission européenne qui formulera ensuite des préconisations. Cette procédure est difficilement acceptable considérant la légitimité démocratique largement discutable de la Commission européenne, institution non élue dont les recommandations s'imposent malgré tout à la souveraineté des peuples et des États membres. D'autant plus choquant quand on regarde de plus près la nature des préconisations que formule généralement la Commission. De manière quasi systématique, elle pointe les prétendues rigidités du marché du travail, les dépenses publiques trop importantes, mais accorde néanmoins un satisfecit lorsque des baisses d'impôts au profit des grosses entreprises sont adoptées. Nul doute que la Commission saura se satisfaire de la véritable surprise que réserve votre programme de stabilité en matière budgétaire. La confirmation d'une future réforme systémique des régimes de retraite qui, au nom d'une prétendue équité, se traduira par de nouvelles régressions sociales. Je conclurai mon propos, mes chers collègues, messieurs les ministres, en déplorant l'absence dans le document que vous nous avez transmis de toute référence à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Alors qu'il nous en coûte entre 60 et 80 milliards d'euros chaque année, ce silence illustre bien l'idée selon laquelle ce combat ne sera pas le vôtre au cours des 4 prochaines années. Dans ce programme de stabilité, aucune référence, aucun objectif, aucun chiffrage. Nous les avons cherchés, nous ne les avons pas trouvés. Ce silence illustre 2 choses. D'abord, ici en France, le manque de volonté manifeste à tout faire pour mettre un terme à ce désordre qu'est l'évasion fiscale. Ensuite, en Europe, cette Europe qui n'est toujours pas au rendez-vous de l'histoire sur ce combat. Comment pourrait-elle l'être alors que la Commission européenne reste présidée par M. Juncker, maître ès paradis fiscaux, lui qui tenait les manettes d'un pays qui a organisé l'évasion fiscale au sein du continent? Cette Europe, mes chers collègues, qui n'a toujours pas compris que le ver était dans le fruit en laissant prospérer sur son territoire quelques-unes des juridictions les plus agressives en matière fiscale. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues,
et alors que les urgences sociales imposent un agenda de réformes ambitieuses et progressistes, vous comprendrez que nous voterons contre la trajectoire budgétaire que vous nous proposez aujourd'hui.